Bon, l'objectif ultime de cette analyse est clair, maîtriser l'épreuve E6, qui est, on va pas se mentir, une étape à très forts enjeux pour réussir son entrée dans les secteurs sanitaires et social. Ce décryptage va se concentrer sur un aspect absolument fondamental du BTS SP3S, le fameux bloc 2. Concrètement, l'idée, c'est de comprendre comment on passe de la simple théorie vue en classe à une soutenance professionnelle qui percute vraiment. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet pour décortiquer un peu les attentes, l'organisation et surtout les compétences clés de ce module central. Au menu de ce décryptage, on va d'abord s'attaquer à l'essentiel du bloc 2, ensuite on verra l'organisation et la pédagogie active, les compétences transversales clés, comment bien naviguer dans cette fameuse épreuve E6, et enfin, le clou du spectacle, comment réussir la soutenance orale. Première section, l'essentiel du bloc 2. Voyons voir ce qui se cache vraiment sous le capot. Alors, avant même de se perdre dans les détails administratifs ou les grilles d'évaluation à n'en plus finir, il faut comprendre l'ADN de ce bloc 2. Ce n'est pas juste d'apprendre des concepts abstraits par cœur, pas du tout. C'est centré sur l'amélioration concrète du service rendu. En gros, c'est comme essayer d'ajuster les pièces d'un puzzle géant. Il s'agit vraiment de réduire l'écart entre ce qu'une structure propose et ce que les publics attendent réellement. Que ce soit en créant un tout nouveau projet ou en appliquant une démarche qualité, le but, au bout du compte, c'est toujours de répondre aux besoins du terrain par des actions ultra directes. Et forcément, pour atteindre ce niveau, les attentes envers les futurs techniciens sont plutôt élevées. Il ne suffit pas de faire acte de présence en cours. Ça ne marche pas comme ça. On parle ici d'un engagement fort et d'une régularité absolue. Le maître mot, l'autonomie professionnelle. Il faut garder le cap sur la performance et la qualité du service, comprendre comment les parcours des usagers s'articulent de A à Z et surtout intégrer des notions aujourd'hui incontournables, la fameuse qualité de vie au travail ou encore la santé et la sécurité. Bref, c'est du solide. On passe à la section 2, l'organisation et la pédagogie active. C'est là que la théorie rencontre la pratique. Concrètement, pour forger toutes ces compétences, la formation a fait des choix structurels, disons radicaux. C'est assez frappant quand on y regarde de plus près. En première année, sur les 4h30 hebdomadaires consacrés au bloc 2, devinez quoi ? Seules 30 petites minutes, oui, une demi-heure, sont dédiées aux cours théoriques classiques. Le reste, 4 heures pleines de travaux pratiques. Et en deuxième année, la logique reste exactement la même. C'est un déséquilibre totalement assumé, pensé exclusivement pour l'action. L'idée, c'est vraiment d'apprendre en faisant. D'ailleurs, ces TP ne ressemblent pas vraiment à des cours normaux. Ils transforment littéralement la salle de classe en un véritable laboratoire professionnel. Fini le papier-crayon, ça se passe obligatoirement sur poste informatique, connecté avec des logiciels pro. On ne planche pas sur des cas d'école poussiéreux, mais sur de vrais projets, souvent ancrés dans le tissu sanitaire et social local. C'est une immersion totale pour être directement opérationnel. Section 3, les compétences transversales clés. C'est la boîte à outils indispensable du futur pro. C'est justement dans ce petit laboratoire immersif qu'on forge les vrais outils de la carrière. L'objectif pédagogique officiel est hyper clair là-dessus. Le formateur n'est pas là pour donner des solutions toutes cuites. Au contraire, il est là pour superviser une vraie montée en puissance. L'idée est de métamorphoser un apprenant un peu dépendant en un technicien super autonome, capable d'analyser le terrain, de répartir le boulot et de s'auto-évaluer. C'est littéralement le cœur battant de la professionnalisation. Et cette fameuse autonomie, elle va s'exprimer à travers deux grands piliers. D'un côté, on a la démarche de projet. Ça, c'est l'étincelle de la nouveauté. On identifie un manque sur un territoire, on imagine une solution de A à Z, on lance le plan d'action. De l'autre côté, c'est la démarche qualité. Là, on s'attaque à ce qui existe déjà. On audite les services en place, on traque les petits écarts par rapport aux normes et on rédige des protocoles pour s'assurer qu'on s'améliore en continu. 2 salles, 2 ambiances, mais les deux exigent une rigueur chirurgicale. Si on zoome un peu sur la démarche de projet, c'est loin d'être une simple idée griffonnée sur un coin de table. Il faut d'abord poser un vrai diagnostic de situation, ensuite fixer les priorités, monter le plan d'action et aller jusqu'au bout, c'est-à-dire l'évaluation finale. Bref, c'est une ingénierie complète qui demande de jongler avec le contexte institutionnel, les données socio-économiques et même les contraintes juridiques. Tout un programme pour sortir des solutions qui tiennent vraiment la route sur le terrain. Allez, on passe à l'avant-dernière étape, la section 4, naviguer dans l'épreuve E6, le grand saut. Toute cette préparation, tous ces TP, ces stages, eh bien tout converge vers un seul sommet, l'épreuve E6. Et attention, elle pèse lourd, coefficient 5. Bam, c'est massif. En fait, l'institution considère que c'est le reflet parfait de ce que vaut le candidat sur le terrain. Autant dire que rater son bloc 2, c'est un peu faire trembler tout l'édifice du diplôme. C'est dire l'enjeu. Et avant même de pouvoir parler, il y a la barrière de l'écrit, le fameux dossier E6. Là-dessus, c'est tolérance zéro. Le cadre est d'une rigidité implacable. 10 pages max, pas une de plus. Des marges de 2 cm au millimètre près, une police bien spécifique en taille 11 et un interligne de 1,25. Ah, et bien sûr l'anonymisation absolue des personnes accompagnées, éthique oblige.
Ce n'est pas juste pour embêter le monde. 10% de la note finale repose sur ce respect quasi militaire des consignes. C'est le tout premier crash test de la rigueur professionnelle. Et enfin, la section 5, réussir la soutenance orale, l'heure de vérité. Une fois le dossier franchi, place au face-à-face avec le jury pour une épreuve de 40 minutes chrono. Ça se coupe en deux. D'abord, 15 minutes d'exposé ininterrompu. Là, le candidat est seul en scène pour présenter sa démarche avec un support visuel. C'est le moment de montrer son esprit de synthèse. Mais attention, juste après, c'est l'entretien de 25 minutes. Et c'est précisément là, sous le feu des questions des pros du secteur, que tout va se jouer. Il faut bien comprendre un truc crucial. Le jury ne veut surtout pas entendre un simple résumé du dossier écrit. Ça, ils savent le lire. Ce qu'ils veulent voir, c'est de la hauteur de vue. Pourquoi avoir pris cette décision face à une coupe budgétaire? Comment l'outil a été adapté à la réalité de l'équipe? C'est cette capacité à argumenter, à défendre ses choix de terrain bec et ongles et à prouver qu'on pige les enjeux de performance qui transforme un étudiant classique en un vrai collègue crédible. Ce qui nous laisse sur cette question vitale pour la fin. Chaque contexte, chaque stage, chaque petit projet local est absolument unique. L'idée, c'est de ne pas s'en servir comme d'une simple anecdote, mais d'en faire la preuve ultime de sa transformation pro. Comment faire pour que cette expérience précise crie au jury « Regardez, je suis autonome, rigoureux et prêt pour le métier ?» Eh bien, c'est exactement le défi passionnant qui attend chaque candidat. Une réflexion à lancer, honnêtement, dès la première minute de formation.